Please be seated. Le président, allez-y, Monsieur Tailleur. Monsieur Tailleur, je vous remercie. Donc, les musulmans de Srebrenica ont fait deux choses. Il y a un groupe, des dizaines de milliers d'enfants, de femmes, de vieillards, d'hommes aussi en âge de porter les armes, qui s'étaient réfugiés à l'enceinte de la Fort-Prenu à Potocari. Ils y sont restés du 11 au 13 juillet. Un autre groupe, un deuxième groupe d'environ 15 000 hommes et garçons musulmans avec quelques femmes se sont réunis à Sunyari et se sont enfuis à pied vers le nord-ouest à partir de la soirée du 11 juillet en colonne, en une longue colonne. Ils utilisaient un chemin de contrebandier bien connu. Un tiers de cette colonne était armé et les hommes armés se trouvaient en tête de la colonne. Le reste, c'était des civils, des militaires, quelques femmes, quelques enfants, mais personne sans armes. Vous allez entendre et vous allez voir la vidéo des réunions qui ont eu lieu à l'hôtel Fontana. Il y en a eu 3. Le premier, la nuit du 11. Je ne vais pas rentrer dans les détails à propos de ces réunions, mais ce qui est important à savoir, c'est que le général Tolimir a fait en sorte que ces hommes soient sur le terrain lors de ces réunions. Vous vous souviendrez sans doute que lorsque nous parlions de l'administration chargée de renseignement, j'ai parlé du colonel Radoslav Jankovic. Il est là aux réunions, à côté de Mladic, ainsi que Svetovar Kosuric, qui était le chef du renseignement du corps de Drinavu. Il est là aussi. Et vous verrez cette ambiance de peur, d'intimidation créée par Mladic lors de ces réunions. Vous la sentirez, cette atmosphère de peur. Lors de la deuxième réunion, une fenêtre a été ouverte. Tout le monde a pu entendre donc les hurlements d'un cochon qui était en train d'être égorgé. Mladic montre la pancarte de la mairie de Srebrenica, pancarte cassée, et il a dit à un représentant des musulmans qui avait été choisi au hasard. Lorsque Mladic avait dit « Je veux parler avec un représentant de la population musulmane », donc il parle à cet homme-là, Dessim Mandic, il a dit, donc Mladic lui dit à cet homme « J'ai besoin d'avoir la position claire de vos représentants, à savoir si vous voulez survivre, si vous voulez rester, ou si vous voulez tout simplement disparaître ». Il a dit donc à M. Mandic que l'avenir de son peuple était entre ses mains. Ça, c'est lors de la deuxième réunion à l'hôtel Fontana. Il a exigé que les hommes de la Fort-Prenu et Mladic lui amènent des représentants de plus haut niveau. Avec qui, et je cite à nouveau, avec qui je pourrais parler de la survie de votre peuple, pour que votre peuple ne soit pas anéanti. Fin de citation. Donc, Mladic était assez concerné par le nombre d'hommes en âge de porter les hommes dans cette région, particulièrement à Potocari. Il a reçu des informations cette nuit-là, selon lesquelles plus d'un millier d'hommes en âge de porter les armes se trouvaient parmi les dizaines de milliers de réfugiés qui s'étaient rassemblés à Potocari. Donc, Mladic a cela en tête. Dès la soirée du 11 juillet, dans cette enceinte de Potocari, nous verrons aussi que ces civils désespérés, terrifiés, ont vécu dans des situations épouvantables, dans des conditions épouvantables. On vous parlera de tentatives de suicide, du fait qu'il n'y avait aucune hygiène dans ce camp, peu de nourriture. Et vous verrez que les civils ont été isolés, ont
ont été intimidés, ont aussi fait l'objet de meurtres tout à fait opportunistes. Ça, c'est du 11 au 13 juillet. Au matin du 12 juillet, il y a environ 30 000 réfugiés à Potocari. Donc, la question que tout officier de renseignement devrait se poser, à ce moment-là, c'est de savoir où se trouvent les hommes en âge de porter les armes, où se trouvent les hommes, où se trouve la 28e division. Et Mladic savait déjà qu'il y avait 12 à 15 000 hommes en âge de porter les armes à Potocari. Donc cette information a remonté toute la chaîne du renseignement pour atteindre Mladic. Donc c'est par le biais de la chaîne de renseignement que Mladic a obtenu ces informations. Et le général Tolimir, très certainement, vous le verrez d'ailleurs dans les documents qui vous seront présentés, que le général Tolimir était parfaitement au courant de tout cela. Ensuite, troisième réunion à l'hôtel Fontana. En plus des hommes de Tolimir, on verra aussi Popovic, le chef de la sécurité du corps de la Drina. Il y aura aussi le lieutenant-colonel Milutinovic, le chef du centre de presse de l'état-major principal. Mladic répète ses menaces contre le peuple musulman, survivre ou disparaître. Et il dit, vous pouvez choisir de rester, ou si vous le voulez, partir où vous le voulez. Toute personne aura le droit d'aller où il veut, quel que soit leur nombre. Vous pouvez choisir de rester, vous pouvez choisir de partir. Il suffit de dire ce que vous voulez faire. Fin de citation. C'est ce qu'il dit en tout cas à la caméra, lorsqu'il sait qu'il s'agit de propagande. Et ce qu'il répète aussi lors de la réunion, mais ce n'est pas filmé, ou ça peut être filmé, mais en tout cas ça a été monté pour ne pas être montré, c'est que tous les hommes de 16 à 60 ans seraient séparés du reste de la population, afin, soi-disant, de pouvoir être interrogés dans le cadre d'enquêtes sur les crimes de guerre éventuels. C'est important quand même de la part du général Mladic qu'il ait dit cela, car il n'y a pas eu en fait d'interrogatoire. La séparation, en revanche, a bien eu lieu. Tous les hommes de 16 à 60 ans, y compris des jeunes hommes qui n'avaient que 12 ou 15 ans, ou qui avaient plus de 60 ans, ont été séparés du reste de la population. Et donc il y a eu cette réunion, la troisième réunion de l'hôtel Fontana, le 12 au matin, mais pendant ce temps-là aussi, il y a aussi une opération logistique de très grande envergure, réalisée par le corps de la Drina, par l'état-major principal, par le ministère de la Défense, par les autorités civiles, pour obtenir des autocars, des camions, du carburant, du personnel, afin de transporter toutes ces personnes hors de Potocari. Donc ces deux choses se passent simultanément. Et les ordres ont été émis dès le matin, à l'aube, avant que Mladic ne participe à cette troisième réunion à l'hôtel Fontana. Ici, une photo prise avant la troisième réunion de l'hôtel Fontana. À gauche, Momir Nikolic, le chef du renseignement et de la sécurité de la brigade de Bratunac. Ensuite, à sa droite, Jaroslav Jankovic, le chef du renseignement du général Tolimir, qui participe à toutes les réunions. Ensuite, le garde du corps du général Mladic. Et tout à droite, Vujadin Popovic, le chef de la sécurité du corps de la Drina. Ce sont les hommes du général Tolimir. Voici un cliché pris dans le cadre de la troisième réunion de l'hôtel Fontana. C'est l'homme qui m'intéresse, c'est celui qui est en uniforme, tout à fait à droite de la photo, chauve avec une moustache. C'est Svetozar Kosovic, le chef du renseignement du corps de la Drina. Des témoins et des vidéos
indique que tous ces hommes étaient à Potocari lors des opérations de séparation et lors des opérations de transfert obligatoire. Ils étaient là en train de faire leur travail, ils obtenaient des informations, ils évaluaient la situation, ils renvoyaient cette information le long de la chaîne de commandement. Et les preuves montreront qu'ils étaient là, en fait, pour organiser et pour superviser l'expulsion des femmes, des enfants et des vieillards musulmans, la détention des hommes qui étaient isolés parmi la foule à Potocari, et ils étaient là aussi pour superviser l'opération visant à capturer, à détenir et à exécuter les hommes et les jeune garçon musulman qui s'échappait dans la colonne. Momir Nikovic vous dira que lors de cette troisième réunion du Fotanavrin, Popovic lui a dit en présence de Kosoric, je cite, tous les Balias doivent être tués. Alors pour vous, vous apprendrez que les Balias, c'est un terme insultant qui insultant pour les musulmans. Donc on a utilisé un grand nombre d'insultes, les Turcs, parfois les Potovitsés. Potovitsés étant des Slaves qui se sont convertis à l'islam. Mais le terme Balia, c'est un terme particulièrement insultant, qui est moins employé que les autres. On utilise beaucoup plus souvent le terme turc. Mais ce sont les organes de sécurité principalement qui traitent les musulmans de Balia. Et le général de Limire lui-même, d'ailleurs, emploie ce terme particulièrement insultant. Lors de cette réunion, donc, entre Nikolic et Popovic, avant la troisième réunion de l'hôtel Fontana et en présence de Kosoric, après que Popovic ait dit que tous les musulmans doivent être exécutés et tués, Nikolic suggère qu'on pourrait utiliser certains sites pour détenir les prisonniers et qu'on pourrait aussi... il propose aussi certains sites d'exécution qui se trouveraient autour de Bratunac. Donc, les forces serbes se sont rassemblées au nord de l'enclave, du côté de Bratunac, et ils sont aussi au sud de l'enclave. Et donc, ils continuent à attaquer vers Srebrenica. Et ils poursuivent leur attaque de façon très organisée pour finalement rentrer dans Potocari et capturer toute la zone. Ce mouvement organisé en formation d'attaque est extrêmement précis. Les soldats incendient les maisons, rentrent dans les maisons, nettoient les maisons sont incendiées, et donc ils avancent le long de cette route principale qui va du nord au sud et qui passe juste devant l'enceinte du bataillon néerlandais à Potocari. Vous verrez d'ailleurs sur la vidéo un certain nombre de soldats qui rentrent à Potocari. Et faites bien attention, à un moment, vous verrez un commandant de la brigade spéciale de la police du MOUP. Il est très reconnaissable, il a des lunettes de soleil, une moustache. Son surnom est Staline. Douskoyevitch, en fait, c'est son véritable nom. Et vous verrez qu'il s'intéresse particulièrement aux hommes en âge de porter les armes. Donc, la thèse de l'accusation, c'est qu'à ce moment-là, le général Mladic avait déjà pris sa décision en ce qui concerne les hommes et les jeunes hommes de Srebrenica. Il avait décidé de les exécuter. Et dans la vidéo, une vidéo qui a été filmée pour des buts de propagande, vous verrez le général Mladic parlant aux réfugiés, donnant des bonbons aux enfants. Vous verrez le général Mladic disant aux réfugiés qu'ils n'ont rien à craindre, caressant les enfants sur la tête des enfants, en leur disant « Mais restez si vous le voulez, vous pouvez rester. » Alors qu'il prononce ces paroles, il pense à autre chose. Il a autre chose en tête. Voici encore une conversation interceptée, à 12h50, le 12 juillet, entre le général Mladic et un inconnu. Il dit
Est-ce que les autocars et les camions sont partis? Oui. Quand? Il y a 10 minutes. Il dit très bien. Parfait. Continuez à superviser la situation. Il ne faut pas que des petits groupes s'infiltrent. Ils ont tous capitulé, ils se sont rendus, on va tous les évacuer. Ceux qui le veulent et ceux qui ne le veulent pas. Rien ne va faire obstacle au plan de la VRS qui est de chasser totalement la population musulmane. Voici encore un cliché qui vous montre un petit peu la foule des réfugiés ce jour-là. Ils avaient donc séparé de façon systématique les hommes du reste de leur famille. Ils avaient décidé d'expulser les femmes, les enfants et les vieux. Les personnes qui ne voulaient pas être séparées de leur famille ont été obligées de monter à bord des bus seuls. Les Serbes ont poussé, ont tapé sur les gens, ont utilisé leurs crosses de fusil pour les faire monter de force à bord des autocars. En leur les insultant, en leur crachant dessus. Vous entendez? Les forces serbes ont séparé les hommes qui se trouvaient encore dans cette foule. Ils ont séparé les hommes, donc. Ensuite, ils ont autorisé certains groupes de femmes, d'enfants et de vieux à passer pour se rendre vers les bus qui étaient garés. Mais si un homme en âge de porter les armes se trouvait parmi ce groupe, en âge de porter les armes ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des enfants, de très jeunes garçons, des vieillards aussi, eh bien s'ils essayaient de s'échapper et de passer avec la foule vers les bus, ils étaient isolés. Si un homme a eu la chance de pouvoir monter à bord d'un autocar, les bus étaient de toute façon arrêtés lors des points de contrôle. Ils étaient fouillés, les hommes étaient obligés de descendre du bus. Et donc, s'ils avaient réussi à passer quand même le premier filtre, ils ne réussissaient pas à passer le deuxième filtre lors des points de contrôle. Et vous entendrez d'ailleurs des témoignages à propos de ces hommes qui ont finalement été exécutés. Cette séparation s'est faite de façon extrêmement brutale. C'est difficile à supporter lorsqu'on le voit. Vous entendrez d'ailleurs certains survivants vous parler de cette expérience épouvantable qu'ils ont vécue. Les hommes qui ont été séparés du groupe ont été envoyés à des centres de détention près de l'enceinte principalement une maison qui se trouvait près de l'enceinte des Nations Unies, maison non terminée, une autre que l'on appelle la Maison Blanche. Et vous entendrez des casques bleus néerlandais qui voulaient savoir ce qui se passait dans la Maison Blanche, qui ont été chassés par les armes, hein, qui ont été menacés pour qu'ils ne sachent pas exactement, pour qu'ils ne puissent pas enquêter sur ce qui se passait. Et vous saurez qu'avant d'entrer dans cette Maison Blanche, tous les hommes musulmans qui avaient été envoyés là ont dû remettre tous leurs documents et tous leurs biens qui ont été entassés en tas devant la Maison Blanche. Il y avait tout un tas en fait de documents et d'effets personnels qui se trouvaient devant cette Maison Blanche. On vous parlera sans doute aussi d'une liste de criminels de guerre musulmans, qui avait été compilée par les Serbes et qui a été diffusée. Mais vous verrez qu'il n'y a eu aucune procédure permettant de savoir exactement qui étaient les hommes. Ils n'auraient jamais pu le faire de toute façon, puisque tous les documents avaient été entassés devant la Maison Blanche. Il n'y avait pas de liste de prisonniers. Ces hommes n'ont reçu aucune nourriture, ils n'avaient aucune hygiène, aucune assistance médicale. Enfin, il n'y avait rien pour leur permettre de survivre. Parce que de toute façon, ils étaient condamnés. Ils étaient déjà condamnés.
Et donc, cela montre que dès le 12 juillet, ces hommes n'allaient pas être interrogés, n'allaient pas être échangés, n'allaient pas devenir des prisonniers de guerre. Leur sort était scellé, ils allaient être tués, exécutés. Donc ensuite, ces hommes qui étaient dans la Maison-Blanche sont montés à bord de bus vers Bratunac. Soit ils sont restés à bord des autocars, soit ils ont été détenus dans différents bâtiments qui se trouvent à Bratunac, comme l'école Vuk Karadžić ou d'autres bâtiments dans le coin. Ils ont été un petit peu écartés pour qu'on ne les voit pas. Et où qu'ils soient, ils ont fait l'objet de meurtres. On les a tués de façon aléatoire. Et surtout, on ne leur a accordé aucune possibilité de survivre. Je vais vous montrer maintenant une petite séquence vidéo. Reste. Tout va bien. Allez, un par un. Vous allez à gauche, en colonne. Vous voyez ces hommes? Ils ne sont pas en âge de porter les armes. Si vous regardez la séquence vidéo, vous verrez qu'on les envoie dans une certaine direction. L'accusation vous présentera des preuves montrant que 1000 hommes qui aient plus de 60 ans ou hommes moins de 16 ans ont été récupérés dans des charniers. Ce qui montre en fait qu'il n'y a absolument eu aucun filtrage et que le but des Serbes et le plan des Serbes était de tuer le plus d'hommes et de jeunes hommes musulmans possible. À Potocari, en fin d'après-midi du 12, les forces serbes ont systématiquement arrêté les casques bleus et on leur ont enlevé leur équipement. Des mots même du colonel Franken, on leur a enlevé leurs yeux, on leur a enlevé leurs oreilles pour qu'ils ne puissent pas voir ce qui se passait, pour qu'ils ne puissent pas témoigner de ce qui se passait. Et bien sûr, le général Tolimir, lui, avait ses propres yeux et ses propres oreilles sur le terrain. C'était ces trois hommes dont j'ai déjà parlé, Jankovic, Kosuric et Popovic. Et ce général Tolimir est informé de façon régulière. Et il leur transmet toutes ces informations, lui arrivent par le biais de ces hommes. Passons maintenant au rapport reçu par le général Tolimir. Donc, reçu par le général Tolimir par le biais de sa chaîne de commandement chargée de la sécurité et du renseignement. Premier document. Document venant du commandant Pavle Golic, qui est officier de renseignement du corps de la Drina, qui est en fait un adjoint de Kosuric, l'homme avec la grosse moustache que nous avons vu lors de la troisième réunion de l'hôtel Fontana. Il relaie une information à propos d'un soldat capturé, selon lequel le groupe est extrêmement important à l'heure actuelle, qu'il y a des milliers de personnes, y compris des soldats, des hommes et des femmes. Et ce rapport porte sur le secteur du général Tolimir. Plus précisément sur l'administration du renseignement, c'est-à-dire le colonel Salaboura. Golic remarque que lorsque, en arrivant à Kolemich-Polier, il va très certainement demander la protection de l'UN, des Nations Unies, surprend l'interprète. Donc là, il fait référence à l'un des chefs militaires qui fait partie de la colonne. Donc l'organe du renseignement propose de tendre des embuscades.
pour que l'officier de garde du corps de la Drina et que les officiers principaux de corps de la Drina soient mis au courant de la situation, que l'on avertisse aussi le MOUP. Donc, c'est encore un exemple parfait de la façon de procéder d'une armée professionnelle et disciplinée. La région de Polier est une région à propos duquel le général Tolimir était parfaitement au courant, et c'est là qu'il a envoyé les forces du MOUP. Enfin, il a proposé que l'on y envoie les forces du MOUP, et d'ailleurs, le président Karadzic a parfaitement accepté cet ordre et l'a mis en œuvre. Document suivant. Donc, c'est toujours la même nuit et on voit maintenant le déroulement même des événements. Il s'agit d'un document qui émane du commandement du corps de la Drina. Secteur des renseignements, signé dactylographiquement par le général Tolimir, ce qui semble dire qu'il est au commandement du corps de la Drina, qu'il s'y trouve. Il est là où se déroule l'action. Il l'envoie, il le diffuse à toutes les personnes qui ont besoin d'en connaître, c'est-à-dire le MOUP, la sécurité d'État, Popovic, Krstić, en main propre, au poste de commandement avancé. Et il transmet des informations qu'il a obtenues de la part d'un prisonnier détenu. Donc, sur la base de cet entretien, on peut en conclure que les civils, principalement les hommes, les femmes, etc., sont partis vers Potocari, ce qui est correct. Toutes les formations armées essaient d'effectuer une percée, ce qui est vrai aussi d'ailleurs. Donc, les informations qu'il obtient du terrain sont tout à fait correctes et sont relayées et transmises. Donc, il fait son travail. Il obtient des informations de ses subordonnés, il les analyse et il prend les mesures nécessaires qui s'imposent. Nous voyons les actions entreprises par Tolimir. Il dit: les commandements de brigade doivent informer les postes de sécurité de leur zone de responsabilité de la situation. Les organes de l'OBP. OBP, c'est l'acronyme, le sigle pour sécurité et renseignement. Donc, il considère que les commandements doivent donner des ordres à ces organes. L'interprète se reprend. Il dit donc que les organes doivent proposer des mesures qui seront exécutées par les commandements. Donc, je vous prie de prendre en compte le pouvoir qu'avait le général Tolimir en ce qui concerne ces points essentiels. Il parle de la régulation de la circulation, par exemple. Il parlait précédemment du fait qu'il fallait arrêter ces individus armés. On ne parlait pas encore de les tuer, là. Le général Krstić envoie ce même rapport sans l'avoir modifié aucunement. Ce qui vous donne une petite idée du poids même qu'avaient les mots du général Tolimir. Ensuite, toujours un document du général Tolimir datant de cette même soirée, qui suggère encore qu'il se trouve au commandement du corps de la Drina. Il l'envoie personnellement à Krstić, à Popovic, enfin c'est toujours les mêmes destinataires. Et en haut, vous voyez qu'il est écrit que les informations sont obtenues à 19h45. Vous voyez que l'information arrive en temps réel pratiquement. Ici, on dit que des communications radio ont été détectées émanant de la colonne du côté de Ravni Bulmin. Ceci est mentionné d'ailleurs dans d'autres rapports précédents. Mais vous le voyez ici en train de diriger les travaux des organes de l'OBP, de la surveillance électronique. Il convient de prêter une attention bien précise à la situation.
Tout ceci démontre le pouvoir qu'avait Tolimir et sa rapidité de réaction et de prise de décision. Et il est là pour façonner le message, pour l'envoyer. Il parle du fait que les musulmans veulent quitter la zone démilitarisée de Srebrenica. Et il leur fait remarquer, bien qu'il soit très important d'arrêter le plus grand nombre de musulmans, des unités musulmanes possibles, ou de les liquider s'ils résistent, il faut aussi remarquer, il faut aussi noter le nom des hommes en âge de porter des armes qui seront évacués de la base de la Fort Pronu. Donc ici, lorsqu'on parle de liquider, on parle uniquement de tuer les gens s'ils résistent, rien de plus. Donc, vous pourriez penser qu'il n'a pas l'intention de faire cela s'il n'a pas l'intention de tuer absolument tous les hommes. Ce qui pourrait signifier qu'à ce moment-là, le général Tolimir n'a pas encore été averti du plan qui est d'exécuter tous les prisonniers. Mais vous verrez que Mladic avait pris la décision d'exécuter les prisonniers et que cette décision, bien sûr, a été communiquée à un officier du rang de M. Tolimir, de général Tolimir. Ce sont en fait les hommes qui sont sous ses ordres qui vont organiser et superviser cette opération de meurtre de masse, en coopération, bien sûr, avec les commandants de brigade et le général Krstić. Et vous le verrez dans peu de temps, en prenant connaissance des ordres et des propositions du général Tolimir, il était clair qu'il était en fait informé de l'opération de meurtre dès le lendemain. Là encore, le général Tolimir a émis des ordres. Nous avons ici un rapport de combat, rapport quotidien émanant de l'état-major principal et adressé au président Karadzic, où l'on retrouve les informations que le général Tolimir vient de relayer sur les femmes et les enfants en direction de Konievitch-Polier, courant vers un champ de mines. C'est très exactement ce que disait le général Tolimir. Cette information lui a été relayée et elle remonte la filière de l'information. Il s'agit d'informations vitales qui sont transmises au président Karadzic. Le général Miletic de l'état-major principal fait donc rapport des éléments suivants à Karadzic. Les unités chargées de la tâche Krivaya 95 mènent à bien toutes les opérations de combat conformément au plan établi. Au cours de la journée, ils ont libéré le village de Potocari et poursuivent leur avancée afin de libérer toutes les localités de l'enclave de Srebrenica. Voici un exemple parfait des euphémismes utilisés alors. La population est expulsée. On estime que ce jour-là, 10 000 musulmans ont été transportés de manière organisée. Pour reprendre les propos et mots utilisés par la VRS. Le 13, les transports se poursuivent comme la veille et l'opération s'achève vers 18 h ce jour-là. À ce moment-là, tous les hommes ont été séparés et emmenés à Bratunac. Je vous remontre cette carte. Que se passe-t-il le 13? Eh bien, cette colonne ici s'est déplacée de Chouchniari en direction en tout cas du nord-ouest. Et les embuscades que le général Tolimir a proposées dans ses rapports viennent perturber la colonne. Les hommes sont capturés par milliers, ils sont placés en détention ici à Nova Kasaba sur le terrain de football, dans un entrepôt ici à Konievitch-Polier.
à l'endroit où se trouvait le quartier général du 5e bataillon du génie, où se trouvaient différents bâtiments, ainsi que dans une prairie ici, le long de la route entre Bratunac et Koniewicz-Polier, dans un village appelé Sandici. Environ 6000 hommes et jeunes hommes ou enfants se rendent ce jour-là. Vous verrez que des unités situées ici à Nova Kasaba, là où se trouvait le bataillon de la police militaire du 65e régiment de protection, une unité de l'état-major principal bien connu du général Tolémir. Il s'arrête donc à cet endroit. Prive les casques bleus de leur équipement, les casques bleus qui escortaient les convois. En d'autres termes, il s'assure que la voie soit libre et qu'il n'y ait pas de témoins. Vous vous souviendrez du rapport que nous avons examiné tout à l'heure du commandant Golic qui disait le sentiment de peur qui régnait, à savoir que cette colonne trouve refuge à Koniewicz-Polier auprès des Nations Unies. Rapport qui expliquait également quelle était la situation sur place et la nécessité de neutraliser les Nations Unies. Le 13 juillet, le général Tolémir se trouve à Gépa. Il y a été envoyé pour donner un ultimatum aux dirigeants musulmans, les invitant à capituler ou bien à faire face à une solution militaire. Mais ce qui est important, et vous le verrez, c'est qu'il reste en communication permanente avec tout le monde, alors qu'il se trouve à Gépa, tous ceux avec lesquels il a besoin de communiquer. Et il n'a pas à traverser tout le pays pour le faire. Il est à 2 pas. Sa brigade se trouve au sud de Gépa. Il est donc en mesure de communiquer sans difficulté du poste de commandement du corps de l'Adrina Vlasenica, du poste de commandement de l'état-major principal à Tsarnarijeka, du commandement de la brigade de Rogatitsa, d'un poste de commandement avancé du 65e régiment de protection, situé dans une petite école, dans un petit village, ainsi que un poste de contrôle des Nations Unies dans une zone appelée Vognitsa. Vous verrez des documents, vous verrez des retranscriptions de communications interceptées où on le trouvera dans ces différents lieux pendant toute l'opération d'élimination et pendant toute l'opération de Gépa. Vous verrez qu'il est resté en contact avec les corps, avec l'état-major principal, avec les unités qui se trouvaient sur le terrain. Et à la mi-journée, le 13, des exécutions organisées ont déjà commencé dans la rivière Yadar et à Tchertska, située à l'ouest de Koniewicz-Polier. Et vous entendrez des témoins, de nombreux témoins, parler des 1000 prisonniers que l'on a fait aller de Sandici jusqu'à l'entrepôt de Kravitsa et que l'on a exécutés à l'intérieur des bâtiments en fin d'après-midi et au cours de la soirée. Et le reste des prisonniers qui ont été capturés en ces lieux, Nova Kasaba, Koniewicz-Polier, ne sont pas arrivés jusqu'à l'entrepôt. Ils ont été envoyés à Bratunac, où ils ont rejoint les hommes de Potocari dans les autocars vers l'école Vukaradzic. Et ils ont continué d'y subir différents sévices et d'y être tués. Et vous verrez que l'information continue d'arriver à l'état-major principal. Vous examinerez la retranscription d'une conversation interceptée où un général, probablement Jivanovic, dit au commandant de la police militaire de la brigade de Bratunac de lui envoyer un rapport parce que l'état-major principal est sur son dos toutes les 6 minutes, dit-il. Nous avons également une retranscription d'écoute du 13 juillet, 10h du matin, 10h09 pour être exact. Il s'agit de Béara, B, qui s'entretient avec le commandant adjoint du bataillon de la police militaire de Nova Kasaba. Ce commandant adjoint se trouve à Nova Kasaba. Béara lui parle. Le commandant adjoint s'appelle Lucic, c'est son nom de famille en tout cas. Béara dit « Sais-tu que 400 baliyas se sont pointés à Koniewicz-Polier ?» Et Béara demande à Lucic de les emmener dans la cour et de les y montrer. « On se fout pas mal d'eux, dit-il. Mets-les en rang
4 à 5 rangs. Et vous verrez des images aériennes prises ce jour-là, montrant exactement ce qui se passe sur le terrain de football à Nova Kasaba. Et ensuite, Behara parle à Zoran Malinic, le commandant du bataillon de police militaire. Et Malinic dit à Behara que certains des musulmans se suicident plutôt que de se laisser attraper. Et Behara répond, eh bien tant mieux qu'il continue. Vous verrez également une écoute croate remontant à peu près à la même époque, montrant que Petar Salabra, le chef du renseignement du général Tolimir, se trouve à Nova Kasaba avec environ 500 prisonniers musulmans et qu'il y est là avec Zoran Malinic. Salapura, bien sûr, fait rapport de ceci au général Tolimir, lui fait part de ce qui se passe sur place. Vous avez donc le général Tolimir et 2 de ses subordonnés essentiels, subordonnés directs. Lorsque les exécutions organisées ont déjà commencé à proximité de Nova Kasaba, ces hommes font rapport et font rapport également au général Tolimir. Il reçoit l'information et il en tient compte. Au début de cette opération consistant à éliminer les musulmans. J'aimerais maintenant brièvement vous montrer un ordre émanant du général Gvero, un ordre du 14 dans l'après-midi, du 13, pardon, dans l'après-midi. Cet ordre ne fait que reprendre et insister sur d'autres rapports et propositions antérieures émanant du général Tolimir et reprendre certaines des instructions qu'il a données aux organes de renseignement et de sécurité. Gvero, en fait, envoie ceci après avoir obtenu conseil et avis de la part de Tolimir et de son secteur. Vous verrez qu'il énumère un certain nombre de paragraphes dans l'ordre. Ce sont en fait l'énumération de responsabilités type d'un organe de sécurité. On voit bien donc comment le général Tolimir et ses subordonnés ont aidé à façonner la riposte, la réaction de la VRS vis-à-vis de cette colonne. On trouve donc des références à la mise en place d'embuscades, organiser la sécurité de la population, prévenir des attaques soudaines provenant de l'arrière, assurer la sécurité des postes de commandement, éviter toute fuite d'informations confidentielles. Le général Gvero est un général expérimenté. Il devrait savoir ce dont il parle et quelle est la problématique, mais vraisemblablement il s'agit là d'un document qui est préparé avec contribution du général Tolimir. Nous verrons que même si M. Tolimir est à Gepa, il reste en communication avec l'état-major principal. Il reçoit ses rapports, il sait précisément ce qui se passe à quelques kilomètres dans la zone de Srebrenica. Nous avons ici un ordre, une proposition envoyée par le commandant Milomir Savcic du 65e régiment de protection. Il est adressé au poste de commandement avancé de la 65e unité de protection motorisée, sa propre unité. Et il dit que ce document est envoyé de Boriké, c'est-à-dire de la vieille école. Ce document est envoyé à Mladic, le commandant, donc l'état-major principal, pour information. Il est envoyé à Gvero, commandant adjoint chargé du moral des troupes, vous le voyez, et il est adressé également au commandant du bataillon de police militaire de la 65e, du 65e, c'est Zoka Malinic, dont nous venons de parler, qui se trouve avec tous ses prisonniers à Nova Kasaba, prisonniers que l'on aligne sur le terrain de football. Il y a plus de 1000 membres de l'ancienne 28e division, avec Kasaba entre parenthèses, donc on sait que l'on parle de ce secteur. Les prisonniers sont sous le contrôle du bataillon de la police militaire. Les hommes de Malinic, donc. Ici, on lit. Assistant du commandant chargé des questions de sécurité et du renseignement,
de la VRS, il propose les mesures suivantes. Il s'agit de Savcic. Nous avons donc ici Savcic qui est en train de transmettre cet ordre et ses propositions du général Tolimir. Donc, il ne le fait pas lui-même. Il dit précisément que tous ces éléments proviennent du général Tolimir et qu'elles devront se voir accorder le poids qu'il convient. Voici quelles sont les propositions. Interdire l'accès et la prise de photos, de vidéos. Interdire la circulation à tous les véhicules des Nations Unies. Là encore, on retrouve cette préoccupation liée à la présence des Nations Unies sur la route. Il s'agit donc d'informations sur les prisonniers qui sont transmises à Tolimir par ces hommes qui se trouvent sur le terrain, Salapura et Behara. Et voici l'ordre, parce que dans le titre du document, vous verrez qu'il s'agit d'un ordre. Il s'agit donc d'un ordre qu'adresse Tolimir au commandant du bataillon de la police militaire par le truchement de Savcic. Savcic étant le commandant de Malinic. Commandant du bataillon de la police militaire, le commandant, pardon, du bataillon de la police militaire devra prendre les mesures nécessaires pour que les prisonniers de guerre quittent la route principale, donc Milici-Zvornik, qu'ils soient placés à l'intérieur de bâtiments dans une zone protégée des regards et d'observation, qu'elles soient terrestres ou aériennes. Il ordonne également qu'une fois donc que Malinic a reçu cet ordre, celui-ci contacte le général Miletic et reçoive d'éventuels ordres supplémentaires et vérifier que la proposition a reçu l'aval de Mladic. Vous entendrez le témoignage de l'agent chargé de communication qui a envoyé cet ordre. Un autre ordre du général Mladic a été envoyé ce soir-là afin d'assurer l'application, la mise en œuvre de l'ordre donné par le général Tolimir, invitant au maintien de la plus grande confidentialité. Invitant à ce que les routes soient bloquées et à ce que les journalistes n'aient pas accès aux zones en question. Alors, ce que ce document montre clairement, mesdames et messieurs les juges, c'est que à 14 h le 13, le général Tolimir savait pertinemment qu'il y avait des milliers de musulmans qui étaient placés en détention, musulmans qui avaient été arrêtés le long de cette route. Et la proposition consistante à les enfermer quelque part et à détourner les véhicules des Nations Unies avait pour objet d'éviter que les forces des Nations Unies qui se trouvaient sur le terrain ou bien dans les airs, pour éviter donc que ces forces aient connaissance de l'existence de ces prisonniers. Et la seule raison logique justifiant d'empêcher les forces internationales de prendre connaissance de cette situation et de l'existence de ces prisonniers était que l'on cherchait à faciliter l'élimination de ces prisonniers sans être vus. Les exécutions avaient déjà commencé. Et ce jour-là, le lendemain du début des séparations à Potocari, les exécutions se poursuivaient, aucune identification n'avait été faite, aucune liste n'avait été dressée. La seule conclusion raisonnable à laquelle on peut parvenir sur la base des éléments de preuve auxquels vous aurez accès, c'est que Tolimir était au courant de ce plan et qu'il proposait des mesures visant à faciliter la mise en œuvre de ce plan dans ce document. Et vous entendrez le témoignage de M. Savcic. Vous verrez qu'il tâche de se distancier le plus possible de ce document. Vous entendrez toutes les explications qu'il donnera pour vous dire ce qu'est ce document pour lui. Mais nous verrons une autre communication qui a été adressée, une proposition qui a été adressée par le général Tolimir, toujours ce jour-là, mais plus tard dans la soirée, adressée au général Gvero.
On voit que ce document part de la première brigade d'infanterie légère de Podrinier. Il s'agit en fait du quartier général de Rogatitsa. C'est là que se trouve le général Tolémir lorsque ce document est envoyé. Ce document donc est signé ou est dressé au nom du général Tolémir et il porte sur le logement des prisonniers de guerre. Et il y dit, si vous n'êtes pas en mesure de trouver des lieux appropriés pour tous les prisonniers de guerre, nous vous informons que nous avons de la place pour 800. La brigade de Rogatitsa peut les surveiller, ils peuvent être utilisés pour du travail, mais si vous les envoyez ici, il faut le faire la nuit. Là encore, on voit qu'il cherche à dissimuler ce qui se passe. Et il ajoute, il vaudrait mieux que ce soit un nouveau groupe qui n'a pas encore été en contact avec les autres prisonniers de guerre. Là encore, le seul objet de cette proposition envoyée à Agvero, c'est que ces deux groupes donc ne soient pas en contact. Pourquoi? Parce que l'autre groupe a été condamné à mort. Et qu'il y aurait alors risque que ce projet soit connu, cette opération d'élimination, et qu'il serait alors plus difficile de contrôler les autres prisonniers. À ce moment-là, vous verrez que les exécutions à l'entrepôt de Kravitsa étaient plus ou moins terminées. Les prisonniers ont quitté la prairie de Sandichi, morts. Vous verrez ce qui se passe en fin d'après-midi, voire même au cours de la soirée du 13 juillet. La décision est prise. Le nombre de prisonniers s'accroît, alors même qu'il y a présence d'observateurs internationaux, le bataillon néerlandais, Médecins sans frontières, le HCR, dans la zone de Srebrenica-Bratunac. La décision est donc prise de déplacer les prisonniers de Bratunac vers Zvornik afin qu'ils y soient exécutés. Et vous verrez une écoute d'une conversation entre Miroslav Deronic et le président Karadzic qui remonte à ce soir-là. Au cours de la journée du 13, le président Karadzic demande combien de milliers et Miroslav Deronic qui est le dirigeant politique choisi par celui-ci des Serbes de Srebrenica, répond environ 2000 pour l'instant, mais il y en aura plus pendant la nuit. J'en ai environ 2000 ici. Et dans cette conversation, vous verrez que le président dit que tous les biens doivent être entreposés dans l'entrepôt avant midi demain. Deronic, pas dans les entrepôts là-bas, mais ailleurs. Fin de citation. Le procureur prouvera que au cours de cette nuit-là, le chef de sécurité du corps de la Drina, Vujadin Popovic, a appelé le chef de sécurité de la brigade de Zvornik, Drago Nikolic, et lui a fait part de ce plan consistant à transférer des nombres importants de prisonniers vers Zvornik afin de les y tuer. Popovic a dit à Drago Nikolic que Bera organiserait avec Popovic le transfert et que quelqu'un allait voir Drago Nikolic et que celui-ci, cette personne, aurait davantage d'informations. Et vous entendrez également qu'au cours de la nuit, Behara envoie Momir Nikolic à la brigade de Zvornik et notamment à son poste de commandement avancé afin d'informer directement Drago Nikolic de ce plan. Les éléments de preuve démontreront également que Nikolic a appelé le chef d'état-major de la brigade de Zvornik, Dragan Obrenovic, qui est également commandant adjoint à l'époque, pendant que Vinko Pandurevic, le commandant, se trouve à Jepa. Drago Nikolic donc appelle Obrenovic du poste de commandement avancé afin de lui parler de cet appel qu'il a reçu de Popovic lundi, l'informant que tous les prisonniers devaient se rendre à Zvornik, qu'ils y seraient exécutés et que l'ordre émanait de Mladic. Nikolic a demandé à pouvoir quitter le poste de commandement avancé de façon à pouvoir aider Behara et Popovic. Et vous verrez qu'effectivement, il a été fait droit à sa demande et qu'après avoir obtenu l'aval de Dragan Obrenovic, il a emmené le commandant de la compagnie de police militaire de la brigade de Zvornik ainsi qu'un certain nombre d'officiers, correction l'interprète, de soldats
de la police militaire qui les a donc emmenés à l'école d'Oraovac au cours de la nuit du 13 pour installer, préparer les choses pour être prêts donc à l'arrivée de ces prisonniers. Et vous verrez qu'effectivement, les premiers prisonniers sont arrivés au cours de la nuit. Cette nuit-là, toujours, Beara a commencé à organiser l'ensevelissement des victimes de l'entrepôt de Kravitsa pour se débarrasser des corps, de façon à ce que cette opération d'exécution reste dissimulée. Vous verrez également que Yankovic, l'homme de Bratunac, du général Tolimir, l'officier donc envoyé au commandement de Bratunac avec Momir Nikolic au cours de l'opération, vous verrez donc que cette nuit-là, il a envoyé un rapport à Tolimir l'informant de l'avancement des évacuations, lui faisant part des blessés qui restaient encore sur place. Nous reparlerons un peu des mesures prises par le général Tolimir par rapport aux hommes musulmans blessés qui restaient sur place. Le matin du 14, plus de 12 000 hommes et enfants avaient été exécutés le long de la rivière Yadar, dans l'entrepôt de Kravitsa et dans la prairie de Sandichi. Certains prisonniers avaient été ramenés de Oraovac de Bratunac, mais il restait encore des milliers de prisonniers qui se trouvaient dans les autocars, dans les écoles de Bratunac, et les éléments de preuve montreront que le Beara, Popovic et d'autres, Beara, subordonné direct du général Tolimir, avaient procédé à une planification minutieuse des choses, et que ces hommes, conformément au plan mis en place, avaient été emmenés à Zvornik, placés en détention dans les écoles et dans les bâtiments publics, dans toute la zone de responsabilité de la brigade de Zvornik, et qu'ensuite ils y ont été exécutés et enterrés. Vous entendrez des témoignages faisant état de toutes les activités menées à bien par Beara au cours de cette période, la participation de Salapura, son travail de coordination des différents officiers chargés de la sécurité qui ont participé à cette opération d'exécution. Et vous verrez, et nous parlons toujours du 14 juillet, à la mi-journée, la retranscription d'une écoute entre Panorama 155, c'est le code de l'état-major principal. Il s'agit de l'indicatif d'appel ou du code de l'état-major principal. 155, chef d'état-major, général Milovanovic, mais en fait, il s'agissait plutôt du général Miletic au centre des opérations. Donc 155 correspond au centre des opérations à l'état-major principal, Miletic en l'occurrence, et nous avons Tosho par ailleurs. C'est le général Tolimir. Et vous voyez que Tolimir dit ici « Je vous écoute, Panorama 155 ». Donc nous avons des indications qu'au cours de cette période, Agepa, le général Tolimir, peut être en communication directe avec l'état-major principal 155. Et vous entendrez différents témoins dire que Beara, au plus haut de l'opération, que Beara donc est appelé par l'état-major principal 155. 155, c'est le centre nerveux de toute cette opération. C'est là que l'information est reçue, c'est là qu'elle est transmise ensuite à toute personne intéressée. Le général Tolimir fait partie de ce réseau de communication. Même alors qu'il se trouve à Agepa, il est pleinement informé de cette opération meurtrière, comme vous le verrez. Il n'y a aucune raison de croire que, pour une raison ou pour une autre, compte tenu du mouvement en masse de milliers de personnes, d'hommes, armés pour beaucoup, il n'y a donc aucune raison de croire que ce flux d'hommes cesse et que le flux d'informations cesse au général Tolimir, alors même qu'il y a
des subordonnés du général Tolémir qui se trouvent sur le terrain. Il n'y a aucune raison de penser que les choses se sont déroulées ainsi. Ces subordonnés directs, Salapura et Beara, se trouvent sur place. Il est inconcevable d'imaginer que la chaîne de commandement de la VRS, que le système mis en place pour que l'information circule, système que j'ai examiné avec vous vendredi, que le système de communication qui a fonctionné pendant toute la durée de la guerre, jusqu'à aujourd'hui, il est inconcevable donc que tout d'un coup, ce système ait cessé de fonctionner les 12, 13, 14, 15 et 16 juillet au cours de cette opération meurtrière. Par ailleurs, il est absolument absurde d'imaginer que ce système n'ait pas fonctionné juste pour le général Tolémir, parce que comme vous le verrez, tous les autres étaient en mesure de communiquer, tous étaient en mesure d'appeler l'état-major principal, le commandement du corps de l'Adrina, tous les autres étaient en mesure de communiquer avec ceux qu'ils cherchaient à joindre. Le système fonctionnait et il fonctionnait également au cours de cette opération meurtrière. D'ailleurs, si ce système n'avait pas fonctionné de la sorte, cette opération de grande envergure n'aurait pu se dérouler. Et comme nous le verrons, comme nous le voyons maintenant, le général Tolémir était en mesure de communiquer avec qui que ce soit et à tout moment. Si vous me le permettez, nous allons examiner l'opération meurtrière. Mais nous allons voir comment elle a fonctionné dans l'optique du général Tolémir, comment il était relié à Beara et à toute la filière hiérarchique de l'organe de sécurité. Popovic, il était chef de la sécurité du corps d'Adrina. Et le 14 juillet, dans la matinée, il est à la tête d'un énorme convoi de prisonniers qui va de Bratunac vers Zvornik. Vous l'avez déjà entendu dire, certains de ces prisonniers ont été envoyés à Raovac. Ça a commencé dans la nuit du 13 au 14, puis d'autres plus vers le sud jusqu'à Bekovci, à une école qui s'y trouvait, et puis encore plus au nord jusqu'à Rochevich, et même encore plus loin au nord jusqu'à Kula. On les a détenus dans des écoles. L'école de Kula, elle est près de Plelitsa. Il y a l'école de Rochevich aussi, l'école de Petkovci, et il y a l'école de Raovac. Nous allons vous prouver que Beara a supervisé cette répartition depuis Novakosaba le matin, où là on le présente à l'officier supérieur de Mazomaronic, un homme du Dodgebat, et puis il revient à Bratunac et s'occupe des enfouissements. Et nous allons voir ce que disait le registre de l'officier de permanence de la brigade de Zvornik. Il y est dit que la venue de Beara est attendue vers 15 heures. Et vous le verrez que c'est à propos de Pilitsa, de Raovac, de Peskovci, de Rochevich, de ses principaux lieux d'exécution et de détention. Les survivants viendront vous le dire. Les membres de la brigade de Zvornik vous parleront eux aussi de chacun de ces lieux. Vous diront dans quelles conditions les prisonniers ont été détenus. Quelques chiffres, il y en avait environ 1000 à Raovac. On a commencé à exécuter dans l'après-midi du 14 juillet à l'école de Raovac, Drago Nikolic se trouve dans un de ces champs de la mort. Des survivants vous diront l'enfer qu'ils ont vécu. Il y avait notamment un adolescent, un enfant qui avait à peine 7 ans ce jour-là. Membre de la brigade de Zvornik viendra vous dire que Beara et Drago Nikolic se trouvaient cet après-midi-là à l'école de Peskovci et que des membres de la brigade de Zvornik sont allés faire rapport au commandant
à Béara, elles sont allées dire à Béara de faire rapport au commandement de la brigade de Zvornik. Il y avait environ 1000 prisonniers à l'école et ces prisonniers ont été emmenés en fin de journée, dans la nuit, vers un barrage et ils ont été exécutés. Ça a duré toute la nuit jusqu'au petit matin. Et comme les prisonniers de Raovac, on leur a lié les mains, ligotés, et il y avait déjà des engins de terrassement sur place. On avait déjà commencé à enterrer les corps. À Rochevich, il y avait au moins 1000 prisonniers à l'école. Certains prisonniers ont été tués à l'école même pendant la journée, mais après, on leur a bandé les yeux, on les a ligotés et emmenés dans un lieu éloigné qui se trouvait au sud de la rivière de la Drina, près de Kozlouk. Il y avait une usine d'embouteillage et des fosses avaient déjà été creusées. Vous entendrez parler de ces exécutions effectuées le 15 juillet. Ici, vous avez Kula, plus au nord. Un ordre est donné. Il est transmis par Drago Nikolic, chef de la sécurité de la brigade de Zvornik. Il est envoyé au l'adjoint du commandant pour la sécurité et le renseignement du bataillon, qu'il se prépare à recevoir des prisonniers. Je le répète, tout ceci est fait, organisé par la filière, en passant par la filière des services de sécurité et du renseignement. Et nous n'avons eu de cesse de le dire, ceci ne peut se faire sans que les commandants se trouvent au niveau de la brigade ou du corps d'armée. Nous voyons qu'on envoie ces prisonniers de plus en plus au nord parce qu'on ne trouve pas de lieu où les mettre. Plus au sud. Nous en avons à Pilica, à l'école de Kula et à la maison de la culture de Pilica. Ils y passent des jours entiers, sans savoir quel sort va leur être réservé. Nous sommes maintenant dans la nuit du 14 au 15 juillet. Dragan Jokic est un officier du génie de la brigade de Zvornik. Et ce jour-là, il est de permanence. Ce soir-là, plus exactement. Il dit « Salut, madame. Ça, c'est le nom de code de la brigade Bratonat. Je veux parler à Béara. » Il veut parler à Béara. Palma, c'est la brigade de Zvornik. Palma. On a besoin de Béara en toute urgence. Quelqu'un a besoin de lui. La maison du haut en a besoin. Mais c'est qui la maison du haut? Poste 555, c'est à appeler. Tu dois rappeler d'urgence. On n'entend pas ce que répond Béara. Jokic répond, le poste 155, mais je vais dire la maison du haut. Vas-y, appelle-les. Pour que je n'ai pas à parler, moi. Ce qui l'inquiète, c'est qu'il parle sur une ligne qui n'est pas sécurisée. Et puis il dit, oui, mais écoute, on a de sacrés problèmes ici, hein, de gros problèmes. Mais avec les gens. Ah, mais, bon, et puis, enfin, je veux dire, là, il a fait un lapsus, il veut dire les paquets, parce que là aussi, c'est une litote pour parler des prisonniers. Béara pose une question, et Jokic répond, ah, Draco, il n'est pas là, je ne sais pas où il est. Et je ne sais pas où ils sont les autres. Ils ont passé toute la journée. Bon, nous savons que Nikolic est sur les lieux d'exécution et à l'école de Raovac. Jokic dit, mais appelle le 155 de la maison du haut. Donc ça, c'est Miletic. Et c'est le centre opérationnel qui appelle Barak et dit dis-nous ce qui se passe, fais rapport de ce qui se passe. Et à son tour, il transmet des informations ou les informations dont a besoin Béara aux formations qu'il tient de ses supérieurs hiérarchiques. Vous allez voir une autre écoute interceptée cette nuit-là. Miletic est à l'état-major principal et il rappelle Jokic. En effet, ce qui se passe, c'est que la colonne musulmane se rapproche de plus en plus de Zvornik.
et pose de gros problèmes de sécurité pour la population de Zvornik, mais aussi pour la zone de responsabilité de la brigade de Zvornik. Miletic et Jokic parlent de ce problème. Lorsqu'arrive le 15 juillet, la colonne a battu certaines des défenses de la brigade de Zvornik et Nikolic est de nouveau, Bayara est de nouveau avec Nikolic au commandement de la brigade de Zvornik. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas suffisamment d'hommes pour terminer l'exécution des prisonniers. Ceux qui restent surtout à Rochevich et à Pilica. Ils n'ont pas assez d'hommes pour tirer et pour abattre ceux qui restent et terminer la besogne. Ici, nous avons une série d'écoutes où Beara essaie de trouver le général Jivanovic. C'est ce jour-là que le général Jivanovic transfère son commandement. Mais enfin, il l'avait déjà fait auparavant, même Beara ne le sait pas. Il avait déjà transféré, il avait transmis son commandement au général Krstić, mais manifestement, Beara ne le savait pas. Il demande donc à parler à Jivanovic et il passe un message à l'attention de Jivanovic. On peut l'appeler au poste 139. Et ça, c'est le poste de Drago Nikolic à la brigade de Zvornik. Beara parvient à parler à Jivanovic et se plaint du fait qu'un autre commandant n'a pas fait ce qu'il était censé faire et ne lui a pas envoyé le groupe d'hommes qu'il attendait. Cet autre commandant se fout des ordres donnés par le commandant. Mais l'ordre ici, c'est l'ordre du général Mladic, ordre que Mladic a donné d'exécuter les hommes et les adolescents de Srebrenica. Alors, ils sont à la recherche d'hommes qui terminent la besogne. Jivanovic ne peut rien faire, dit-il. Maintenant, c'est Krstić qui est aux manettes. Du coup, il lui donne le numéro de poste de Krstić. Ici, nous avons la transcription d'une écoute du 15 juillet à 10 h le matin. Général, Ortega n'a pas exécuté l'ordre pour les bus. Là, il l'a déjà dit à Jivanovic et maintenant il le dit à Krstić parce que Krstić est l'homme qui peut maintenant les aider. Il faut comprendre en effet que Beara est un officier de l'état-major principal chargé du renseignement et de la sécurité. C'est le chef de ce service. Mais il n'a pas une autorité de commandement dont j'ai parlé vendredi. Il n'est pas habilité à dire à une autre unité d'affecter des hommes à telle ou telle mission. Il n'est pas à même de le faire. Pour le faire, il faut l'autorisation de l'homme qui commande ces hommes. Et il se plaint ici du fait que cet autre commandant qui s'appelle Fourtoula n'a pas exécuté l'ordre du chef qui est de donner des hommes à Beara afin qu'on termine les exécutions. Krstić répond. Il dit, mais essaie de trouver des hommes dans une autre unité, dans une autre brigade. Krstić se plaint. Il dit, ben, je vais tout déranger ici sur cet axe parce que lui, il est à Gepa. À ce moment-là, Krstić, il est à Gepa avec le général Tolimir. Et il essaie de mener à bien l'opération d'élimination de cette enclave. Et Beraba répond, mais je n'en ai pas aussi, j'en ai besoin aujourd'hui, je te les rendrai ce soir. Là, il essaie d'être un peu circonspect parce qu'il essaie de ne pas trop en dire à la radio. Krstić lui dit d'aller vérifier si Nastic ou Blagojevic, d'autres commandants de brigade, ont des hommes. Essaie d'obtenir des hommes d'eux. Ne m'embête pas ici, moi qui suis à Gepa, dit Krstić. Beara répond, mais il n'y en a plus que 4 là-bas. Krstić dit, je vais voir ce que je peux faire. Beara
vérifie et essaie d'obtenir des hommes envoyés voir Drago. Donc, c'est là, à Brigade de Zvornik, que se trouve Drago Nikolic. Behara, vraiment, est à bout. Il dit, moi, je sais pas ce que je peux faire. Kerstitch, je lui dis, mais je sais pas ce que je peux encore faire. Ou il dit, Behara dit, je sais pas quoi faire. Kerstitch propose les hommes du MOOP. Behara répond, non, ils ne valent rien. J'ai besoin de ces hommes qui sont avec Injitch. Injitch, il dirige une unité qui est rattachée à la brigade Visegrad. Ces hommes étaient censés aller sur place, mais ils ne sont pas arrivés. Vous entendrez dire ce qui est arrivé ce jour. Mais vous m'avez vraiment roulé là. Hein. Donc, ici, c'était Kerstitch qui dit, Lyubo, il faut comprendre, hein, vraiment, vous n'avez pas fait votre boulot. Et il fait comprendre ici, Kerstitch, dans quelle mesure on a, pour réaliser cette opération meurtrière, vraiment puisé dans les ressources du corps. Et Behara dit, mais je comprends, mais tu dois aussi comprendre que si le travail avait été bien fait, on n'aurait pas à s'en occuper maintenant. Il dit, ça fait 3 jours qu'il attend l'arrivée de ces hommes. C'est clair. Ici, il parle au plus tard de la journée du 12 juillet, parce que ce jour-là, Behara savait déjà que ces hommes allaient être exécutés et ça faisait 3 jours qu'il attendait des hommes pour le faire. Et Behara est le subordonné direct de Ptolémée. Il dit, mais je ne sais pas quoi faire, ça fait 3500 paquets que je dois distribuer, Kerley. Et je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas comment m'y prendre. Ces paquets, c'étaient les prisonniers de Rochevich et de Pilitsa, surtout. Qu'est-ce qui se passe, en fait? Le 10e détachement de sabotage est mobilisé en fin de journée. Ils reçoivent un ordre de mission et ils sont envoyés à Branievo, à la ferme de Branievo, qui se trouve dans la zone de Pilitsa. Le lendemain, ils se mettent en route et des témoins vous diront que cette équipe de la mort, cet escadron de la mort du 10e détachement de sabotage ont tout au long de la journée exécuté ces hommes et ces adolescents qui étaient venus le 16 de l'école de Kula pour être exécutés à la ferme de Branievo. Cet ordre d'envoyer le 10e détachement de sabotage, il fallait qu'il vienne d'un niveau plus élevé que l'échelon de Behara et de Kerstitch. Vous voyez que Behara, vraiment, est à bout d'idées, il ne sait quoi faire. Il dit à Kerstitch, aide-moi, mais Kerstitch n'est pas en mesure de le faire. Donc, la seule conclusion raisonnable qu'on peut tirer, c'est qu'il fallait la connaissance du général Ptolémire pour détacher ce groupe de l'état-major principal. Et Ptolémire n'a cessé de recevoir des renseignements pendant toute la durée de l'opération meurtrière et il aide à la coordonner. Ne soyez pas surpris de ne pas trouver d'ordre écrit donnant cette mission d'exécution au 10e détachement de sabotage. Ce sont des ordres qu'on donne les yeux dans les yeux, en tête à tête, en face à face. Momir Nikolic va lui-même jusqu'au poste de commandement avancé de la brigade de Zvornik pour parler du plan à Drago Nikolic. Si on utilise des transmissions, on le fait de façon très prudente et dans la mesure du possible en chiffrant les messages. Si c'est possible. Donc vous n'aurez pas par écrit les ordres que vous avez vus jusqu'à présent. Vous avez ici un officier du renseignement chevronné, expérimenté. Il ne va rien coucher sur papier. Il ne va rien dire qui soit aussi explicite.
Si c'est écrit, ce sera chiffré. Il y a quelques exemples où par négligence, par stupidité, on parlera des faits après les exécutions. Mais jamais vous n'allez surprendre Ptolémyre à ce genre d'activité. Il y a des dérapages tels que ceux-là. Nous sommes le 16 juillet, ou dans la nuit du 15 au 16 juillet, on continue d'enterrer à Oravats. On continue d'exécuter à Petkovci, au barrage de Petkovci, à Kozluk. Vous venez de voir cette conversation où Beara essaie d'obtenir des hommes pour finir la besogne là où il est. Mais c'est impossible, c'est infaisable. Vous verrez que le général Ptolémée, responsable de la sécurité pour toute l'armée, n'avait pas une maîtrise totale de la situation. Beara, ou ne pourrait pas l'avoir, que Beara ne le consultait pas alors qu'il était son supérieur immédiat, que Ptolémyre n'était pas actif à la recherche d'une solution. Il fallait trouver une solution pour s'occuper des 3500 paquets de Beara. La 10e unité de sabotage ne pouvait pas toute seule décider d'aller jusqu'à Pilitsa. Kerstich n'aura pas pu le faire et Beara n'aurait pas pu le faire tout seul. Donc il était donc impossible, ce corrige d'interprète, que le général Ptolémyre ne soit pas parfaitement au courant de la situation. Correction d'interprète. Nous sommes donc le 16 juillet et nous avons une autre écoute. Nous avons le colonel Tsetovic, responsable du moral des troupes du corps de la Drina, et il participe à ce processus. Il parle du triage qu'il faut faire des prisonniers, de la sélection. Il le dit 2 fois. Puis il dit, Beara a raison. Oui, passe-moi Beara. Oui, vas-y. Oui, Lubio. Oui, je t'entends. Serovic se présente. Il dit, Terkiolia. Ça, c'est un colonel de l'état-major principal qui est chef du service interarmes. Et puis, il dit, voilà, j'ai reçu des ordres du haut qui sont de faire la sélection. Béara répond, je ne veux pas en parler au téléphone. Vous savez ce que veut dire le triage. Ce n'est pas le fait de vraiment séparer les blessés des hommes en bonne santé. Ça veut dire que les prisonniers vont être tués. Ptolémyre, il est dans la zone de Gepa. Mladic, enthousiasmé par le succès de Srebrenica, se tourne vers Gepa et il envoie le Ptolémyre sur place à Gepa pour qu'il exécute son ordre. Nous avons ici une écoute qui intervient juste 1 heure avant la dernière écoute que nous avons vue. On donnait l'ordre de faire un tri. Et cet ordre était passé par l'état-major principal, était donné à Beara. Nous avons maintenant cette écoute-ci, Tosho et Micho. Donc c'est le général Ptolémyre. Et Micho, vous le verrez, c'est le général Miletic. Ptolémyre dit ceci. On peut passer par Uran pour le contacter. Uran, c'est le code du poste de commandement du corps de la Drina. C'est le général Kerstich. Parce qu'il y a une ligne qui n'est pas sécurisée. C'est comme ça, en passant par lui, qu'il n'y a pas de problème. Dis-le à Peppo. Peppo, ça le pourra. Si tu veux me contacter, passe par lui.
Mais ici, il parle déjà à l'état-major principal, il est déjà en contact avec lui, mais il veut être sûr qu'il conserve une façon sécurisée de maintenir le contact, parce que là, il est avec Kerstitch. L'émir dit, je viens d'envoyer un télégramme. Enfin, je viens d'envoyer 2 télégrammes en urgence. Et puis ils prennent des dispositions pour que cette communication se poursuive. Cette façon de communiquer reste en place. Nous savons que le général Tolimir a des contacts, il peut communiquer avec l'extérieur et il a plusieurs façons de le faire. Il y a Tolimir d'un côté, le BRA de l'autre et entre eux l'état-major principal qui transmet les renseignements. Le 16, des témoins viendront vous le dire, notamment quelqu'un du 10e détachement de sabotage, Erdemovic, viendra vous parler. Dans la matinée du 16, il voit un officier qui correspond, dont la description correspond à Béara sur place, et ils se mettent à l'ouvrage, ces hommes. Un autre membre du 10e détachement de sabotage dit c'est Dragomir Pechanac, autre officier de l'état-major principal se trouvant sous le commandement de Tolimir, est arrivé sur place et a pris des mesures pour faire venir ce groupe dans une camionnette, pour emmener en fait ce groupe en camionnette à Branievo. Et Pechanac, il faudra le garder à l'œil quand on parlera sous peu de l'opération de GEPA. Une fois l'opération de Branievo terminée, il restait plus de 500 prisonniers à la Maison de la Culture de Pelița. Et vous verrez que ce sont des membres de la brigade de Bratunac qui se sont chargés de l'exécution à la Maison de la Culture. Mais il fallait enterrer les morts. Il fallait veiller à dissimuler ces meurtres, ces assassinats. Vous avez ici une écoute du 16 dans l'après-midi. Pachevitch, c'est un officier du corps de la Drina. De l'arrière, des services du train. Les gens de Aslatar n'ont pas bien compris. J'ai demandé à parler à l'officier de permanence. Slatar, c'est le nom de code du corps de la Drina. Le lieutenant-colonel Popovic est ici à Palma. Je vous rappelle que Palma, c'est la brigade de Zvornik. Il répond, oui, Popovic, il est à Palma. 500 litres de diesel sont demandés en urgence. C'est lui qui les demande, sinon il ne pourra pas finir la besogne. Ça veut dire terminer les exécutions, ensevelir les corps à la ferme de Branievo. Vous allez le voir, Golitch est contacté. C'est l'officier de l'ancien Pope vient de m'appeler. Il m'a dit de t'appeler. 500 litres de diesel doivent être envoyés à Popovic aussitôt, sinon ce qu'il fait devrait s'arrêter. Ici aussi, comme ailleurs, vous verrez l'intervention du génie des hommes, l'apport de combustible, de tout ce qu'il fallait pour terminer ce travail. Et vous verrez que pendant tout ce temps-là, le général Tolimich est en contact, en communication. Là, on était le 16 l'après-midi, alors qu'on est en train de tuer à Branievo. Et vous avez une écoute d'une conversation avec le général Mladic. Mladic dit, je viens d'envoyer un télégramme à Tosho.
Le président a appelé il n'y a pas longtemps et il a dit qu'il avait été informé par Karicic. Karicic, c'est un fonctionnaire du ministère de l'Intérieur. Il lui a dit que Pandirovic avait, donc c'est un commandant de brigade, avait prévu le passage des musulmans sur ce territoire. Comme je n'ai pas eu de communication avec lui, moi je n'ai pas de moyen de le contacter, j'ai demandé à l'officier de permanence de me mettre en contact en urgence avec lui et qu'il m'envoie un télégramme avec cette information et de ne rien faire tant qu'il n'a pas reçu, sans autorisation, tant qu'il n'a pas reçu notre réponse. Donc vous avez ici un contact permanent du général Tolimir. Ici, c'est le général Mladic qui les contacte et vous verrez que finalement, cette colonne finit par surmonter certaines des lignes de défense de la brigade de Zvornik et constitue un danger, une menace très grave pour certains des Serbes. Et le commandant de la brigade de Zvornik a décidé d'ouvrir un couloir pour une période limitée dans le temps qui permettra à cette partie-là de la colonne qui était toujours en route d'emprunter ce couloir pour aller en territoire libre pour épargner la vie d'autres soldats de la brigade de Zvornik parce que les musulmans étaient tellement désespérés, tenaient tellement à passer qu'ils avaient réussi à s'emparer de certaines positions et à s'emparer aussi d'armes des Serbes, de canons antiaériens notamment qu'ils avaient retourné et dirigé sur les Serbes. Donc ça préoccupe beaucoup l'état-major principal. Le général Miletic en a beaucoup parlé et nous avons 3 colonels de l'état-major principal qui mènent une enquête sur ce point et ça veut dire bien entendu que le général Tolemir va être informé. Vous allez le voir dans la prochaine écoute. Le président, nous aurons une pause de 20 minutes seulement pour que vous puissiez terminer aujourd'hui votre propos liminaire. Nous reprendrons à 1h moins 10.